Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. Alors, ça fait un petit moment que vous attendez cette vidéo-là. Pour beaucoup de personnes m'ont posé la question, c'est tout simplement, quelle est ton imprimante favorite du moment? Alors, à la base, elle devait sortir avant Noël, mais comme il y a eu des petits contretemps et tout ça, elle arrive pour le début d'année de cette année 2022. Au passage, bonne année à tous, et puis merci à toutes les personnes qui s'abonnent. On est presque à 10 000 abonnés. Dans quelques abonnés, là, on sera à 10 000. Et pour moi, c'est un palier qui va se franchir et une belle étape de tout ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant. Je veux dire, il y a une communauté qui s'est forgée sur Discord. Il y a beaucoup de monde. N'hésitez pas à venir sur le Discord. On a une espèce de petite communauté qui s'est mise en place. Tout le monde s'entraide. Il y a beaucoup d'aide. Il y a beaucoup d'aide. Il y a beaucoup de d'aide technique surtout sur les machines, comment aider les personnes à réparer leurs machines qui ont des soucis, des réglages firmware, du partage de compétences aussi sur d'autres domaines. Il y a également de la graveuse laser. Il y a beaucoup de choses. Il y a des petits projets aussi de création de machines chez certaines personnes. Il y a d'autres personnes qui créent leurs propres projets et qui les partagent. Et du coup, je trouve que c'est bien d'avoir mis en place cette communauté Discord. Je suis également pas mal actif dessus. J'aime bien aider en même temps ma communauté. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve pour vous expliquer quelle est mon imprimante favorite. Pourquoi ? Celle-ci, c'est la D12-300. Vous l'aurez reconnu de toute façon, c'est mon imprimante favorite. Mais elle existe également en une taille plus petite, la D12-230. Alors la D12-230, c'est quasiment la même machine, elle est plus petite. C'est juste qu'elle a une tige Z en moins à l'arrière, tout simplement parce que comme elle est plus petite, c'est moins important, même si ça pourrait être utile. Après, ce que je veux dire sinon, c'est que niveau mécanique, c'est exactement la même chose. La carte mère, l'écran, c'est exactement les mêmes. L'extrudeur, c'est les mêmes. Il n'y a vraiment pas de différence entre les deux, à part la taille et du coup le Z en plus. Donc pourquoi je choisis cette machine? Tout simplement parce qu'aujourd'hui elle apporte toutes les features qu'on pourrait demander sur une machine. Il y a des machines des fois qui vont avoir certaines features, genre un tenseur de courroie sur un axe mais pas sur un autre. On va demander par exemple le Wi-Fi, mais au final on aura d'autres options qu'on n'aura pas. La D12-300, au final c'est une machine qui a été améliorée en même temps par Wanao France, qui travaille énormément sur tout ça. Alors, je vois beaucoup de commentaires que les gens disent Wanao France répond pas à tous les commentaires, répond pas à tous les SAV et tout. C'est surtout qu'il y a tellement de choses à faire. Enfin, je veux dire, ils peuvent pas répondre à tout le monde. Ils sont en train de préparer des colis, ils sont en train de... ils font aussi des vidéos TikTok pour faire de la publicité, du marketing, parce que justement, il faut amener du client. Donc, il faut aussi faire de la publicité, et c'est logique. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on a des machines qui ont quand même été suivies et améliorées par l'équipe de Wanao France. Et au final, ce qui se passe, c'est que c'est en grosse partie grâce à Wanao France que Wanao Chine, derrière, subsiste et arrive à faire des machines aujourd'hui plus compétitives. Au final, les Wanao qui viennent de Chine sont grises et elles n'ont pas les features que les Wanao qui sont prévues pour la France. Déjà, elles sont grises, elles n'ont pas le même firmware. Il y a des améliorations sur l'extrudeur qui ne sont pas forcément mises sur les versions chinoises. Après, ils les apportent petit à petit parce qu'ils se rendent compte que ça marche, donc on les met. Mais au final, ce qui se passe, c'est qu'en France, on a demandé certaines choses qu'on obtient. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'au final, vous pouvez apporter vos suggestions et si elles sont pertinentes, elles seront apportées sur les machines. Il y a par exemple la D12-500 qui va arriver, qui va mettre du temps à arriver, tout simplement parce que c'est une machine qui a été réétudiée. Elle existe en version grise chinoise, sauf que la version grise chinoise, c'est une D12-500 qui a été sorti comme ça, sans validation ni quoi que ce soit des clients. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu d'amélioration, il n'y a eu quoi que ce soit. Il n'y a eu que dalle. Alors que la version qui sera pour la France, ça serait une version D12-500 Pro Max, c'est-à-dire une version qui a été complètement réétudiée. Elle a des renforts en Z devant, mais également à l'arrière. Elle aura un extrudeur Direct Drive qui a été entièrement créé. C'est pas un truc qui a été pris ailleurs avec des morceaux d'un Titan, des BMG ou des trucs comme ça. Non, c'est un extrudeur qui a été entièrement créé pour la machine. C'est-à-dire qu'en fait, on le retrouvera nulle part ailleurs. Il y a également le firmware. Alors moi, j'ai bossé sur un firmware complet. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai refait toutes les icônes, on a réglé les vitesses, on a paramétré pas mal de petites choses. J'ai travaillé avec eux également. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'au final, moi, j'ai repensé toutes les icônes. Je voulais apporter quelque chose d'intuitif et quelque chose d'unique également. C'est un MKS, et du coup, les MKS, on a tendance à avoir des icônes qu'on retrouve sur toutes les machines qui sont identiques. Par exemple, les Sidewinder, les icônes MKS, c'est le firmware de base de chez MKS avec des icônes multicolores qu'on retrouve sur toutes les, par exemple sur les Felsen, les anciennes Felsen. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de machines qui avaient des écrans MKS, il y avait le firmware identique. Là, on a le firmware qui est le firmware de l'écran en lui-même. La base de position des icônes est identique, puisqu'au final, on ne peut pas positionner les icônes où on veut. En fait, on a un template, et au final, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai redessiné les icônes
en apportant ma petite touche et en même temps en apportant quelque chose d'intuitif et des petites choses qui font que ce firmware est plus facile à utiliser parce que les icônes ont une signification. Et en même temps, sur l'interface, je veux dire, ça apporte une petite touche noir et rouge en même temps, puisque la machine est noir et rouge. Après, je vais également faire des petites versions avec des thèmes. Par exemple, je pense au D12-230, il y a par exemple la version jaune et noir, je vais apporter une version jaune et noir avec des petites touches, mais tout ça, ça prend un peu de temps à faire. Il y aura également une version Minecraft qui va sortir, donc du coup, je ferai un thème vert. Parce que je veux dire, c'est que je vais essayer de faire un thème qui colle en même temps à la tête, ça fera un truc sympa. Et la D12 Pro Max 500, du coup, je ferai un thème un petit peu modifié avec le Direct Drive en icône et tout ça. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Bref, je m'étale pas trop. C'est juste que je voulais vous dire que cette machine-là, pour moi, m'a convaincu, tout simplement parce qu'elle a beaucoup de features. Elle a les tenseurs de courroie en X, en Y. En Y, on a quand même un profilé de 20-60, c'est-à-dire qu'en fait, il fait 60 de large. On a quelque chose d'assez costaud. Le plateau est quand même robuste. Dessous, on va trouver 6 roulettes. 6 roulettes sur un 300, c'est quand même pas mal. Certaines machines n'en ont que 4. Et du coup, là, on a quelque chose de stable. On a un plateau en 220 volts, qui chauffe ultra vite. C'est-à-dire que pour atteindre 60 degrés, on va les atteindre en à peu près 3-4 minutes, mais vraiment 3-4 minutes. S'il fait bon dans la pièce, ça va vite chauffer. On a un plateau qui est vachement épais et au final qui a la surface de chauffe qui va quasiment jusqu'au bord, contrairement aux Sidewinder qui ont le plateau qui arrive, on va dire, quasiment à 25. En gros, on a quasiment la surface de chauffe qu'on retrouve sur une Genius, sur une X2 ou une X1. Et ce qui se passe, c'est que par exemple sur la X1 et même sur la X2 que j'avais, quand je prenais le thermomètre infrarouge, par exemple, si je demandais 60, j'avais 60 au milieu, mais sur les côtés, j'avais que 48. Là, on a vraiment 60 sur les bords aussi. Et il chauffe vraiment vite, il est vraiment épais et il est bien robuste, ce qui fait qu'au final, il est quand même assez plat. Il est quand même assez plan. Enfin, après, ce que je veux dire, c'est que c'est de l'aluminium. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand ça chauffe, le métal a tendance à bouger un petit peu. Mais au final, on va avoir quand même une option qui va être intéressante que je vais vous présenter dans cette vidéo. Ça va être le montage du BL Touch. Parce qu'on peut avoir une option BL Touch. Et là, au final, il y a beaucoup de gens qui demandent on veut des BL Touch, on veut des BL Touch. Là, on a l'option d'en mettre un. Et au final, c'est le kit officiel Wanao que je vais vous présenter là. On va faire le montage du BL Touch. On va installer le firmware NeoProdFX pour ceux que ça pourrait intéresser. Et également parce que ce firmware-là apporte les options pour le BL Touch. Du coup, ça va être le firmware en mode pro. C'est-à-dire qu'en fait, en mode pro, je vais activer le bouton pour avoir les paramètres modifiables de la machine directement sur l'écran. C'est-à-dire qu'on peut modifier les pas par millimètre, les vitesses, les accélérations. Vous pouvez faire du jerk. Vous pouvez également modifier, taper du G-code. Vous pouvez taper du G-code sur l'écran et l'injecter directement. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce bouton, hein. C'est vraiment en plus. On a également le Wi-Fi sur cette machine-là. Et au final, le Wi-Fi, au début, ça déconnait un petit peu, mais il a été amélioré et en même temps, avec le firmware que j'ai mis à jour, il fonctionne vraiment bien. Au début, j'avais des plantages avec l'ancien Wi-Fi et au final, là, maintenant qu'il est à jour, il se met bien. Il se met bien et ce qui se passe, c'est que je n'ai même plus besoin de prendre la carte SD et d'aller sur l'ordinateur. Je tranche un fichier sur Cura et au final, je le balance sur la carte SD et en plus, j'ai l'affichage des images des STL sur l'écran, ce qui fait qu'au final, je vois ce que je vais imprimer. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi sur les écrans MKS, c'est qu'on a cette option-là. Après, du coup, la carte SD, on la bouge plus de la machine et on la met à un endroit où on veut. On n'a même pas besoin de prendre la carte SD et d'aller sur l'ordinateur, on la laisse dans la machine. Et au final, on fait juste des transferts par le Wi-Fi. Après, si c'est des gros STL, ça va prendre un petit peu de temps. Mais franchement, ça plante plus du tout maintenant depuis que j'ai fait cette mise à jour et je suis assez content pour ça. Qu'est-ce qu'on va avoir d'intéressant sur cette machine-là? C'est que c'est une dual color. Enfin, c'est une dual extruder. Dual extruder mix, hein, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule tête. Donc du coup, il faut générer quand même des tours de purge à côté. Mais ça, c'est pareil, je vous ferai des vidéos plus tard pour vous améliorer le réglage du dual color. Hein, ça intéresse beaucoup de monde. Mais ce que je veux dire, c'est que je préfère l'IDEX par exemple. Mais bon. Ça peut aussi servir pour les personnes qui ont acheté cette machine-là pour faire du dual color, autant s'en servir et le faire. Donc du coup, comme je disais, donc deux extrudeurs Titan. Alors les Titans, c'est pareil. On a une molette à l'arrière, faut pas oublier de la régler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui les règlent pas et ce qui se passe, c'est qu'il y a de la sous-extrusion. C'est pour ça que vous perdez de l'extrusion des fois et que en fait, vous n'avez pas pensé à resserrer la petite molette qui est à l'arrière. Ça, c'est pareil en fonction du matériau que vous allez utiliser. Si c'est du flexible, du souple, enfin du PLA ou du PETG ou des trucs comme ça, la molette derrière, ça se calibre. Ça se calibre tout simplement parce qu'on n'a pas la même pression sur le filament. Certains filaments vont être plus souples, plus mous. Et ce qui se passe, c'est que s'ils sont trop mous, derrière, ça patine. Et si ça patine, ça fait de la sous-extrusion parce que ça n'a pas réussi à le pousser. Et ça, il ne faut pas oublier qu'il y a une certaine pression. On a une grande longueur, on a une certaine pression pour pousser le filament pour qu'il sorte de la buse. Mais c'est pareil, vous avez un petit bout de PTFE dans la buse. Enfin, au-dessus de la buse, vous avez le heat break. Et en fait, dans cette partie-là, vous avez un PTFE. Il peut arriver que ce PTFE soit cramé, endommagé avec le temps. Il faut quand même penser à le changer.
Moi, tous mes points positifs ont été apportés, je veux dire, enfin tous mes points positifs de cette machine-là, on a un Z qui est super stable à l'arrière avec deux Z synchronisés avec une courroie, hein, comme sur les Sidewinder. Enfin, ça devient à la mode maintenant. Beaucoup de marques se mettent à la courroie synchronisée. Ça évite tout simplement d'avoir un axe Z qui va sur les côtés comme ça. Mais au final, ça apporte également, enfin, on a vraiment de la rigidité avec cette machine-là, puisqu'on a un profilé de 20-40, comme encore sur les Sidewinder. Mais au final, on est au-dessus des Sidewinder, tout simplement parce qu'on a une barre de renfort ici. Et je vous garantis que le châssis, il est quand même assez robuste. Sur les D12, enfin là c'est la table qui bouge au final, bah, ça prouve une chose, c'est que la bécane est quand même costaud. Sur la X2 que j'avais testé il y a pas longtemps, on a du plastique en haut et on a quelque chose qui bouge, mais c'est vraiment, ça bouge comme une branche. Hein. C'est vraiment, ça bouge. Là, on a quelque chose de costaud. La machine en elle-même est costaud. Le châssis en dessous, c'est du 20-40, hein. Enfin c'est même pas du 20-40, c'est du 40-40, c'est des gros profilés de 40. Donc on a vraiment quelque chose de costaud. Et au final, cette machine-là, moi, elle me plaît. Le porte-bobine est à l'arrière, ce qui fait qu'on n'a pas des vibrations au-dessus, mais ça vient de l'arrière. Donc du coup, on a quelque chose qui aussi est bien étudié. Les capteurs ont été améliorés depuis le temps, ils ont été déportés un petit peu, parce que j'avais fait une vidéo où il y avait un petit souci de capteur qui était trop près des roulettes. Là, ça a été amélioré. Donc du coup, quand on va installer le BL Touch, de toute façon, on va le faire maintenant. C'est parti. Hein. Donc voilà, on se retrouve pour le montage du BL Touch, enfin 3D Touch. Alors c'est le modèle que vous trouverez sur le site de Wanao. Donc du coup, ce modèle-là, il est compatible sur la 230 et également la 300. Vous avez donc deux câbles. En fait, vous avez un câble qui va venir sur l'embout directement du BL Touch et un autre câble qui va faire en fait guise de rallonge et qui va venir directement sur la carte mère et également du coup faire un connecteur entre les deux morceaux. Donc du coup, ce petit 3D Touch va pas être compliqué à monter. Alors ce que je vous conseille, c'est de démonter totalement quand il arrive, parce que je crois que la petite patte était attachée quand je l'ai reçue. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand elle est comme ça, vous avez directement les vis qui sont déjà placées sur le kit. Et au final, elles ne sont pas placées dans le bon trou. On va devoir les placer dans le trou le plus haut et non pas le plus bas. Parce que si on le place dans celui du plus bas, en fait, ce qui va se passer, c'est que le BL Touch sera beaucoup trop haut. Et du coup, quand il va palper, en fait, vous allez avoir votre bus qui va venir s'éclater dans le plateau. Tout simplement parce qu'en fait, la petite patte du BL Touch n'est pas réglée correctement. Du coup, il va falloir le régler dans le trou le plus haut, tout simplement pour descendre le BL Touch au maximum. Et également, vous allez avoir deux petites rondelles. Ces deux petites rondelles, quand vous allez les utiliser, en fait, il va falloir pas les placer sous la vis, mais il va falloir les placer entre le BL Touch et la plaque. Donc du coup, là, on va procéder au montage de la petite plaque. Donc la petite plaque, ce que je vais faire, c'est que je vais directement la monter sur le côté de la machine. Et ensuite, on va fixer le BL Touch sur la plaque, la petite équerre. Du coup, vous allez avoir des petites vis BTR grises et des petites vis BTR noires. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai utilisé les petites noires pour fixer le BL Touch à l'équerre. Et du coup, ensuite, j'ai utilisé les petites grises pour fixer le BL Touch directement sur le côté de la machine. Simplement parce que si on met les noirs au mauvais endroit, ça crée une surépaisseur et au final, ça gêne un petit peu le passage du BL Touch. Alors, petite précision que j'ai oublié de vous dire, il va falloir un jeu de clés BTR. Alors, les clés BTR, vous les trouverez tout simplement dans la boîte qui était fournie avec la Wanao. Hein. C'est une boîte où il y avait pas mal d'accessoires dedans. Si vous vous souvenez et que vous ne l'avez pas égaré, vous avez toutes les clés BTR qui sont adéquates pour monter le BL Touch. Donc, du coup, vous utilisez celles qui sont fournies dans la boîte. Donc c'est parti pour le montage du 3D Touch. Alors avant de monter le 3D Touch, on va monter la petite équerre que je vous avais montré tout à l'heure. Alors cette petite équerre, on va venir la fixer directement sur les deux trous qui se trouvent ici. Et comme je vous ai dit, on va utiliser les trous qui sont les plus hauts. Là, on va utiliser les vis chromées. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais en profiter pour faire passer le petit câble dans le petit ergot qui est ici. Comme ça, on viendra le fixer après. Donc ensuite, on va prendre le 3D Touch. Et on va venir fixer le petit câble qui est ici, directement à l'intérieur du 3D Touch. Alors vous avez deux petits ergots sur le petit câble là en fait, et les petits ergots vont venir contre le PCB en fait, du côté PCB. Hein, surtout faites attention de ne pas vous tromper. Alors si jamais vous n'avez pas assez de câbles, hein, vous en ramenez un petit peu, parce que moi je l'ai déjà passé dans la gaine, pour gagner du temps, parce que dans la gaine il y en avait pour 10 ans sinon pour rentrer dedans. Là vous allez venir fixer le câble comme ceci. Vous essayez de faire tourner le câble à plat, hein, pour pas que ça le torde ni quoi que ce soit. Et là, on va prendre les petites vis que je vous avais parlé tout à l'heure. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on met la vis, une rondelle, et là on vient visser. On fait pas l'inverse, hein, surtout pas la rondelle à l'envers, c'est tout simplement pour gagner une épaisseur. Et au final, je me suis rendu compte que ça marchait beaucoup mieux comme ça. Comme ça, on a la bonne offset entre le BL Touch et la buse. On fait pareil de l'autre côté, on ne serre pas tout de suite, hein, parce qu'il va falloir passer la rondelle ici, la vis sur la clé BTR, comme ça vous allez venir guider ça comme ça proprement. Alors c'est pareil, hein, on serre modérément, on n'écrase pas tout non plus, parce que ça reste quand même du plastique, le BL Touch. On fait pareil de l'autre côté. Et là, le 3D Touch est installé, il n'y a plus qu'à passer le câble dans la gaine correctement. Alors vous pouvez voir que vous avez le câble ici,
l'embout en fait qui va venir sur la carte mère. Vous avez donc du coup un gros côté avec une petite accroche. Et ici, vous avez deux morceaux. Ce morceau-là va venir sur la prise N-Stop Z que vous aviez sur la carte mère. On va débrancher le Z et on va mettre ces deux câbles à la place. Ensuite, on va avoir celui-ci à brancher sur la pin Z Probe que je vous montrerai directement à BL Touch. En fait, il y a une pin directement qui s'appelle BL Touch. Et du coup, vous pouvez voir que en fait, sur le petit bloc, ici, on a une zone où il y a une petite flèche. Et c'est cette petite flèche-là qu'on va devoir placer sur le pin signal de la prise BL Touch. Si on fait l'inverse, on peut cramer le BL Touch. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à cette petite flèche-là. Là, on va procéder au montage sur la carte mère. Alors, si c'est la première fois que vous démontez votre D12300, n'oubliez pas qu'en fait, une fois que vous avez défait toutes les petites vis, vous en avez également deux grosses qui se trouvent à l'intérieur des pieds. C'est super important d'y penser parce que si vous tirez et que vous vous rendez compte que ça accroche encore, c'est parce que vous avez deux grosses vis dans les pieds. Voilà, donc pour faire le montage dans la carte mère, on va passer par le petit trou qui est ici. On va passer les deux câbles directement dedans. Vous n'allez pas oublier de débrancher le câble du N-Stop Z. En fait, ça, ce câble-là, c'est directement l'ancien N-Stop Z qu'on va virer. En fait, on le vire et on va placer le nouveau câble directement ici avec le nouveau N-Stop qui va venir à la place du coup, vu que le BL Touch sera utilisé en tant que N-Stop. Et comme je vous ai dit, la petite flèche sur le pin signal de la prise BL Touch qui se trouve ici. En remontant, si vous n'avez pas défait le câble du ventilateur, vous l'avez posé à plat comme ça, il n'y a pas de souci. Sinon, n'oubliez pas de rebrancher le câble du ventilateur sur la carte mère. Et ensuite, on n'a plus qu'à refermer le carénage. Voilà, donc maintenant qu'on a installé le BL Touch, on va installer le firmware qui active le BL Touch. Donc là, on va aller dans Service, bien démarrer, sur le site de Wanao France, je précise. Donc là, vous allez cliquer ici, et là, vous allez descendre tout en bas. Alors, ici, vous avez l'option d'avoir les firmwares d'origine. Si vous voulez revenir en arrière et remettre exactement le firmware d'origine sur la machine, vous aurez juste à choisir ces deux-là. Par contre, je précise tout de suite que ces deux-là n'activent pas le BL Touch. C'est vraiment de base avec le N-Stop normal. Donc ici, on arrive sur les nouveaux firmwares NeoProdFX. Alors, vous avez l'option 230, 230 BL Touch, 300 et 300 BL Touch. Alors nous, on va partir sur la 300 BL Touch, vu qu'on est sur une 300 avec le BL Touch. Après, si vous voulez utiliser mon firmware avec les 100 BL Touch, avec un capteur normal, vous prenez les éditions normales. Voilà. Donc on va télécharger l'édition BL Touch. Et une fois que ça c'est fait, vous allez la décompresser sur le bureau. Vous allez avoir les 4 fichiers ici. Vous allez prendre la carte micro SD d'origine. Et là, en fait, la carte micro SD d'origine, vous allez la formater proprement. Vous allez cliquer ici sur restaurer les paramètres par défaut. Et là, on fait un formatage le plus propre possible. Moi, je ne vais pas le faire parce que je viens déjà de le faire. Et ensuite, vous allez coller le contenu de l'archive ici directement. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre votre contenu et vous allez le mettre directement dans le lecteur de carte micro SD de votre imprimante et allumer votre imprimante. Ce qui va se passer, c'est que du coup, ça va faire un flashage. Là, vous allez voir le processus. Donc, je vais vous le mettre en direct. Vous allez... Donc là, je vais faire un home des axes. Donc là, je fais X, Y, pour vérifier que tout soit dans le bon sens. Et comme je vous avais dit, le Z, si jamais vous avez un petit souci et un doute pour le TMC, en fait, ce que vous faites, c'est que vous venez ici, vous appuyez sur le 1 mm, et là, vous faites juste un mouvement de bas et de haut. Voir s'il se déplace dans le bon sens. Moi, je vois qu'en appuyant sur le haut, il se déplace vraiment vers le haut. Après, je vais vous présenter le firmware plus en détail, mais là, pour l'instant, je vous montre les validations, voir si tout fonctionne correctement. Là, on va faire un home du Z, du coup, maintenant, pour valider. Donc là, vous pouvez voir que elle va le déclencher. En fait, elle monte, c'est normal. C'est le Z Safe Home. En fait, c'est le homing en fait safe qu'ils appellent ça. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, la buse va monter, tout simplement pour éviter d'éclater quoi que ce soit et pour pouvoir laisser la place au BL Touch de se déclencher. Ensuite, il va descendre tranquillement. Bon, par contre, c'est un peu lent. J'ai généré un dernier firmware là qui était un peu plus rapide que ça. Et au final, il fonctionne un petit peu plus rapidement. Enfin, je veux dire, là, c'est lent. C'est lent, mais après, au moins, on est sûr que ça ne vient pas s'éclater. Là, si on voit vraiment que ça va toucher et qu'on sait que ça ne va pas s'arrêter, on appuie sur le bouton tout de suite. On ne laisse pas la machine venir éclater le BL Touch ni la buse. Donc là, on peut voir que ça a marché nickel, ça a palpé, ça remonte, ça refait un dernier palpage de validation. Donc là, on sait que ça marche correctement. Voilà, donc là, je vais vous présenter le firmware NeoProdFX. Alors du coup, comme vous pouvez voir, j'ai paramétré, enfin j'ai conçu toutes les petites icônes
avec des thèmes colorés, on va dire. C'est plus en harmonie avec la machine. Vous pouvez voir par exemple qu'ici j'ai créé des petites têtes. En fait, j'ai fait exprès de dessiner des petits extrudeurs, des petites têtes d'extrusion, exprès pour que ça sorte avec la machine. Comme je vous ai dit, je sortirai des petites versions avec des thèmes colorés. Je pourrais faire des thèmes rouges, jaunes, verts, en fonction des D12 et en fonction des têtes, parce que Wanao aime bien faire des personnalisations, et moi je trouve que c'est sympa aussi. Ça sort du lot. Et au final, ces petites touches de rouge, ça apporte un petit truc qui change par rapport au firmware de MKS d'origine. Alors, donc du coup, on va visiter tout ça. Donc d'entrée, vous allez voir qu'ici, en fait, c'est exactement le menu qu'on avait d'origine, sauf que les icônes sont personnalisées. Petite chose que j'ai fait quand même, c'est que j'ai personnalisé certaines petites icônes pour que ça soit vraiment parlant. Vous pouvez voir qu'ici, dans le leveling, par exemple, on voit qu'il y a la tête d'extrusion, mais avec un bonhomme qui tient une feuille. Ici, on fait le leveling en 4 points avant de faire l'auto-level. Pourquoi on fait un leveling en 4 points? Pour valider l'horizontalité de votre plateau. C'est vraiment juste pour ça et pour déjà avoir quelque chose de propre de base avant de faire de l'auto-level. Si on fait de l'auto-level sur un plateau qui est incliné, c'est un petit peu dommage parce qu'au final, on va avoir énormément de compensation alors que si on part sur un plateau le plus plan possible dès le départ, le leveling, enfin le BL Touch en lui-même, fera juste une compensation des vrais défauts qui peuvent être causés par un plateau qui aurait des soucis. Mais au final, le fait qu'on ait un plateau plan dès le départ, ça enlève pas mal de boulot, on va dire au BL Touch, et à la calibration et tout le reste, quoi. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose, un gain de qualité pour vos impressions également. Donc du coup, vous pouvez voir que moi j'ai placé les points aux bons endroits, parce que de base, ils n'étaient pas placés aux bons endroits. Alors après, vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a plus que 4 points et pas 5? Tout simplement parce que le cinquième, c'est le Z offset, et au final, le Z offset, on le fait à la main. Les autres petits boutons, c'est les mêmes anciens, c'est les mêmes icônes qu'avant. Je veux dire, c'est tout simple. On a les déplacements. Après, j'ai fait en sorte, j'ai pas fini ici par contre. Je vais améliorer par la suite. Je ferai une mise à jour, mais ça sera juste pour rajouter du rouge. Je veux dire, je personnaliserai en fonction des têtes d'extrusion. Mais après, ça joue que dalle sur l'impression en elle-même. Après, dans accueil, j'ai fait pareil, j'ai fait des petits boutons. Il y a le petit moteur ici qui est avec une petite croix rouge. C'est tout simplement pour dire qu'on déconnecte le moteur. Ensuite, donc filament, pour retirer le filament. Et après, on va avoir le bouton ici, option en plus. On va y revenir juste après, tout simplement parce que ce bouton, on va s'en servir pour faire l'auto-level et tous les réglages. Mais d'abord, je vais vous montrer le reste du firmware. Donc là, dans Config, on peut voir qu'on a les icônes de base, le Wi-Fi. On peut se connecter au Wi-Fi ici. Par exemple, moi, si je vais sur ma box, je clique dessus et je pourrai entrer mon mot de passe. Ensuite, on a les ventilateurs qu'on peut déclencher ici. On a le à propos avec les versions. On a le bouton continuer. Alors le bouton continuer s'active techniquement quand on a une coupure de courant. On peut revenir ici pour continuer un job qui serait arrêté ou qui aurait eu un souci. On a les langues. Alors les langues, j'ai pas fini les boutons. Ici, je vais les continuer par la suite. Je vais mettre des petits drapeaux. C'est pour ça. Ici, il n'y a que celui-ci qui n'est pas terminé. Franchement, c'est l'un des derniers. Au final, c'est celui qu'on va le moins souvent. Moi, de base, là, je l'avais réglé en français. De toute façon, normalement, la machine démarre en français. Ensuite, Machine Settings, c'est ce que je vous disais, c'est le mode Pro. Ça active ce petit bouton. Ce petit bouton, vous allez pouvoir aller là-dedans et vous allez pouvoir régler tous les paramètres de la machine en version plus précise. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir changer le type de la machine. On sait qu'ici, c'est une machine en XYZ. En fait, c'est tout simplement une machine cartésienne. Ils ont appelé ça comme ça. Mais Delta et Core XY, ça sert à rien sur la D12. On ne va pas le modifier. Size, c'est pareil. Techniquement, c'est paramétré correctement. J'ai tout fait mesurer correctement. End stop type, tout ça, c'est tout activé. En fait, vous n'avez quasiment rien à toucher. C'est vraiment si vous voulez bidouiller, mais il faut vraiment s'y connaître. Les leveling settings, tout ça, c'est pareil, vous n'avez pas y toucher. G-code, c'est vraiment pour taper du G-code à la main. On peut taper un G28 pour faire un home, par exemple. Là, je fais G28 ici, le 8 là. Là, vous appuyez sur OK et la machine fait un home de tous les axes. Mais franchement, c'est vraiment pour quelqu'un qui est expérimenté et qui veut s'amuser à bidouiller. Si jamais vous changez votre tête d'extrusion, vous voulez changer des valeurs, des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... En fait, il faut revenir en arrière ici. Là, on va revenir ici, et là, on va aller dans le moteur. Et en fait, si vous changez des steps, par exemple, c'est ici que vous pouvez régler vos steps. Les valeurs d'extrusion, les valeurs des moteurs X, Y. Si jamais vous n'avez pas on va dire des cotes qui sont fiables, si jamais, par exemple, vous n'avez pas 30-30, par exemple, sur un côté, vous pouvez faire un calcul. Si jamais vous avez 29,96, je sais pas quoi, vous faites un produit en croix, et ici, vous allez venir changer la valeur de 80 par 80,09, par exemple. Et ensuite, ce que vous ferez, c'est qu'une fois que vous aurez fait toutes ces petites manips-là, vous aurez le bouton. En fait, il faudra revenir en arrière, parce que vous pouvez le taper dans le G-code en faisant un M500, mais si jamais vous n'avez pas vous embêter à chercher le bouton M500, vous venez ici, et j'ai créé un bouton exprès, ici, M500, qui sert à enregistrer tout ce qu'on a modifié directement dans l'EEPROM. Ensuite, donc tout ça, on a fait le tour, et ici, il ne restera plus que le menu impression, ici avec les icônes, donc là, on voit les dossiers qui sont déjà sur la machine, mais après, vous aurez ici tous les STL avec les affichages qui se mettront. Alors, les affichages se mettront que si vous avez paramétré le firmware, le plugin MKS dans Cura, mais je vais vous montrer comment on l'installe, ça vous fera quelque chose en plus.
Donc on revient en arrière et là du coup on est prêt. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un calibrage de la machine. Donc là ce qu'on va faire, c'est que là le leveling en 4 points, moi il est déjà fait parce que ma machine je viens juste de la redémonter pour vous présenter le firmware, mais en gros vous ferez le leveling en 4 points avec un post-it. Attention, je dis bien un post-it, si vous n'en avez pas, vous allez chercher un post-it à Carrefour et puis vous revenez avec des post-it. Simplement parce que c'est plus fin qu'une feuille de papier et je trouve que c'est plus précis comme réglage. Donc ensuite, avant de faire un leveling, ce qu'on fait, c'est qu'on met tout en chauffe. Donc j'ai créé un bouton ici, Preheat, pour le PLA, donc c'est 200 et 60. On appuie dessus. Ici, c'est le bouton pour refroidir. Donc ce bouton va mettre en chauffe toute la machine, c'est-à-dire qu'en gros, il va mettre en chauffe les extrudeurs et également le plateau chauffant à 60. On attend que tout ça soit chaud, tout simplement parce qu'on va enlever les bouts de filament qui pourraient rester au niveau de la buse et également pour avoir le plateau qui soit en condition, c'est-à-dire chaude, pour que la plaque prenne bien le temps de se positionner correctement. Voilà, donc c'est parti, on va procéder à l'auto-level, donc le plateau est chaud, tout est correctement réglé. Maintenant, on n'a plus qu'à appuyer sur Z0. Là, on en profite pour enlever les petits morceaux de PLA qui auraient pu glisser. Voilà, donc la machine, là, techniquement, on a appuyé sur le bouton Z0. Ce qui se passe, c'est que maintenant, on va avoir la buse qui va être au plus bas. Mais là, on peut voir que le papier, il frotte dans le vide, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est pas réglé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va harceler le bouton Z offset 0, moins, jusqu'à ce que la feuille frotte. Donc là, il faut appuyer un paquet de fois. Il faut le harceler jusqu'à ce que ça commence à frotter. Alors j'ai mis 0,25, enfin 0,025 pour être vraiment précis. On pourrait mettre 0,5, hein, ça descendrait plus vite. Mais au final, je préfère être précis. Là, on commence juste à avoir le papier qui frotte. On remonte un cran, voir si ça frotte toujours. Là on est pas mal. Là, ça frotte, mais on sent vraiment que la feuille... On sent vraiment que la feuille gratte. Il faut vraiment que ça gratte un petit peu parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Z0, ça veut dire Z à 0. Là, on a l'épaisseur d'une feuille. C'est pour ça que je prends des post-it, c'est plus fin qu'une feuille de papier. Là, on fait M500, on enlève, et là, on fait auto-level. Voilà, donc le firmware est calibré, on a fait le auto-level, on a fait le Z0, tout est prêt, on n'a plus qu'à appuyer une dernière fois sur M500, et là la machine est ready, hein, je dis ready, parce que voilà, elle est ready, hein, elle est good, il n'y a plus qu'à imprimer, là maintenant il n'y a plus qu'à nettoyer le plateau tout propre, enlever les petites saletés, les petites poussières, c'est bien la lumière, on voit bien les poussières, mais en gros ce que je veux dire c'est que là on est prêt à imprimer, voilà, il n'y a plus qu'à mettre un fichier et puis on est bon. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais passer sur Cura et je vais vous montrer le Start G-Code que j'ai créé, et comment installer le plugin MKS pour avoir les petites icônes sur l'écran. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, on va se retrouver sur Cura pour faire le paramétrage du logiciel. Avant tout ça, je vais vous montrer une dernière petite chose, c'est comment installer le profil de Cura. En fait, vous avez ici sur le site, hein, dans le même endroit qu'on avait les firmwares, si vous l'avez laissé ouvert, ici vous avez possibilité de rajouter le profil de la D12 300 également. Alors, il y a la 230 et également la 500 qui est paramétrée déjà dedans. Alors vous choisissez votre version, hein, 4.12, 4.13. Moi j'ai encore la 4.12 là, donc vous prenez l'archive, vous allez la télécharger. Et en fait cette archive, ça va vous télécharger tout ça. Ça, vous allez faire sélectionner tout ça, copier. Et là, on va aller dans C, Programme. Et là, vous allez aller dans Ultimaker, qui est ici, Ultimaker Cura. Alors n'oubliez pas de fermer Cura, hein, ça permettra d'éviter les problèmes. Là, vous allez aller dans Ressources. Et là, vous allez faire coller. Du coup, elle va vous demander si vous voulez remplacer ou pas. Donc là, vous mettez remplacer les fichiers dans la destination. Vous faites ceci à tout. Là, vous faites continuer. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez tout fermer ça. Et là, on peut réouvrir Cura. Et voilà. Donc là, moi, j'ai déjà la D12300 hein, qui est paramétrée ici, hein, avec des réglages et tout. Mais après, du coup, si jamais elle n'est pas encore affichée, vous allez aller ici dans Imprimante, gérer les imprimantes. Et là, vous allez faire, du coup, ajouter une machine. Et là, en ajoutant une machine, vous pourrez aller trouver, du coup, le nouveau profil qui a été créé par OneAO France, là, du coup. Et là, vous avez le choix. Vous avez même la 500, du coup. Ça, c'est cool. Ça permet de faire des tests en attendant qu'elle sorte, pour si jamais vous voulez faire des tests de fichiers de grande taille et tout, voir si ça passe. Mais au moins, là, vous les aurez ici. Du coup voilà, maintenant notre magnifique D12300 est en place, vu que moi c'est une 300. Et là on va aller dans Paramètres, Imprimante. Et là on va faire gérer les imprimantes, on va faire Paramètres de la machine. Et là le Start G-Code, alors moi je dégage, je suis de OneAO là parce qu'il me plaît pas vraiment en fait, je l'efface.
Et du coup, j'ai créé mon propre Start G-Code que je vous mettrai dans la description, voilà. Et en fait, moi, mon Start G-Code va rajouter la ligne M420 S1 Z10. Alors ça, c'est la compensation, c'est la grille en fait qui est générée, qui est dans les proms. On va utiliser cette ligne de code tout simplement pour utiliser la compensation. C'est-à-dire qu'en fait, sur les 10 premiers millimètres, la Z10, ce qui va se passer, c'est que le Bell Touch va compenser le niveau du plateau. Et une fois qu'il aura passé les 10 millimètres, normalement, la pièce sera plate. C'est-à-dire qu'elle sera parfaitement corrigée, il n'y aura plus de défauts. Et au-dessus de ces 10 mm là, en fait, le Bell Touch n'aura plus besoin de travailler, puisqu'au final, ça sera propre. Donc du coup, la machine va imprimer normalement jusqu'à la fin du projet. Si jamais vous ne voulez pas utiliser ça et que vous êtes de l'ancienne génération et que vous voulez utiliser du G29, vous pouvez utiliser du G29. Vous avez un Bell Touch. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous allez imprimer une pièce avec cette ligne de code là, ça va vous créer un auto-level à chaque démarrage de pièce. Par contre, avec le G29, vous n'aurez pas une compensation que sur les 10 premiers millimètres. Vous allez avoir une compensation tout le long de l'impression. C'est-à-dire qu'en gros, votre impression sera toujours en train de compenser jusqu'à la fin. Ça peut arriver sur les machines qui ont pas de. Les machines qui ont des TMC. Ça peut générer des petits claquements, même sur les A4988, ça peut générer des petits claquements au fur et à mesure des coupleurs à l'arrière, ça craque, ça craque, ça craque, ça craque, parce que c'est tout le temps en train de compenser. Avec le Z420, enfin avec le M420, moi je préfère au final, parce qu'au final, une fois qu'on a passé les 10 mm, ça fait juste pas grand chose, c'est un petit centimètre. Une fois qu'on a passé ces 10 mm là, la pièce est propre, il n'y a plus de compensation, donc l'impression jusqu'à la fin elle est silencieuse, et au final c'est vachement propre. Ensuite, ce Start G-Code, il va permettre de purger le démarrage, en fait, il va faire une ligne sur le côté du plateau, et ensuite il va venir travailler au milieu. Voilà. Donc moi j'aime bien ce petit Start G-Code pour ça. Ensuite, donc les extrudeurs, là on touche pas, on laisse comme c'est. Là, ensuite on va aussi avoir un autre petit point à regarder, ça va être le marché en ligne ici. C'est pour installer le plugin MKS qui va vous rajouter également les icônes si vous ne l'avez pas déjà fait. Moi, il est déjà installé. Donc en gros, il faut aller le chercher dans la liste des plugins. Vous allez avoir, vous voyez, déjà il y a une mise à jour. Je la ferai plus tard. Et en fait, MKS plugin, donc vous l'installez. Donc là, du coup, maintenant que ça c'est fait, donc là, ce que je voulais vous montrer, c'était gérer les imprimantes. Une fois que le plugin MKS sera activé, en fait, qui sera installé, vous aurez ce petit bouton qui va s'afficher. Ce petit bouton qui s'affiche, il ne faut pas oublier de cocher ici Wi-Fi Support. Et en fait, le Wi-Fi Support, une fois que vous allez le cocher, ce petit bouton-là, en fait, là, il faut cocher ici, MKS Wi-Fi plugin, il faut l'activer. Ensuite, vous allez cocher ici. Et là, on va ajouter une imprimante 3D. Alors moi, la mienne, elle n'est pas encore connectée là parce que j'ai réinitialisé. J'ai remis le firmware. Donc là, en fait, il faudrait que je mette le Wi-Fi sur la machine. Et ensuite, vous taperez l'adresse IP qui sera affichée sur votre écran. Vous la taperez ici. Et ça va vous ajouter la machine. Vous ferez Add. Et après, vous aurez la machine qui sera connectée à Cura. Vous pourrez la manipuler directement via Cura. Ensuite, pour avoir les icônes, il faudra cocher ici Preview Setting. Et là, il faudra venir cocher cette case. Et là, en fait, on va choisir Custom. Enfin, par défaut. Par défaut, c'est très bien, là, la taille de l'image et tout ça, vous mettez par défaut, là vous faites fermer. Maintenant que ça c'est fait, en fait ce qui va se passer, c'est que quand on va ajouter un fichier, par exemple je vais prendre ça, là, mon NFX Bench, hein, c'est un petit benchmark qui vous permettra de calibrer votre machine, de tester ce benchmark si vous le voulez, je vous le mettrai en description également. Donc là en fait ce qu'on fait c'est que, là je pars du principe que le profil, c'est pas le thème de la vidéo, donc là je vous fais un profil à l'arrache, je fais découper. Et là, en gros, on est prêt, hein, on est prêt à imprimer. Après, le firmware, enfin, le profil, tout ça, on fera des profils en live et on fera pas mal de tests d'impression. Je vous montrerai comment calibrer votre profil. Donc du coup, maintenant, là, vous avez l'option enregistrer sur le disque. Alors, vous aurez également l'option ici, envoyer vers la machine. Quand la machine sera connectée au Wi-Fi, vous aurez juste à cliquer dessus. Ça enverra sur la carte micro SD. Attention, il faut bien une carte micro SD dans la machine quand on a un Wi-Fi. Sinon, elle ne peut pas envoyer de fichier puisqu'elle n'a pas de mémoire interne, la machine. Donc voilà. Donc c'était pour cette petite partie sur Cura. Maintenant, je vais vous faire une petite conclusion de la machine directement en face à face. Voilà, donc c'est la conclusion, hein, c'est la fin de cette vidéo. Donc on a fait le montage du Bell Touch sur la D12300. On a paramétré tout ça sur Cura, on a fait l'auto-level. Tout est parfaitement... tout est prêt hein, pour fonctionner maintenant. Il n'y a plus qu'à mettre des fichiers, des G-codes et puis à imprimer. Alors après, si vous avez d'autres soucis dessus, hein, n'hésitez pas à contacter Wanao France ou le SAV quoi. Vous pouvez également venir sur le Discord de la chaîne NeoPradFX, hein. Le Discord est vachement actif et j'aide le plus de personnes que je peux et ma communauté également. C'est vraiment le but, c'est d'entraider tout le monde. Après, si vous avez des petits soucis qui sont liés à des réglages ou des trucs comme ça, des fois ça peut venir d'erreurs humaines, hein, tout simplement. Malheureusement, on ne peut pas aider tout le monde non plus. S'il y a des soucis mécaniques sur la machine, ça c'est sûr qu'après c'est pris en charge par la garantie. Également, un petit détail que je voulais vous dire, c'est que ce qu'on vient de faire là, la manip, hein, d'ouvrir le carénage, ça ne fait pas sauter la garantie, puisque c'est un produit qui est vendu par Wanao France. C'est fait exprès pour être monté sur la machine. Après, tout ce qui est bidouille à côté, réglage des TMC, comme vous n'êtes pas expérimenté, changer des extrudeurs et tout ça, ça par contre c'est logique que ce n'est plus pris en garantie, parce qu'au final, ça c'est de la bidouille par contre. C'est vraiment de la bidouille.
de la modif d'une machine qui, au final, bah, est livrée telle qu'elle. Hein, vous n'avez pas, enfin, vous pouvez modifier des choses, mais après, si jamais ça marche pas, c'est pas la faute de Wanao, c'est juste parce que vous avez fait des bêtises. Voilà. Après, je dis pas que, voilà, je dis pas que vous êtes nul, hein, c'est pas ça le truc, c'est qu'il faut bien apprendre un jour, il faut bien bidouiller. Ce que je veux dire, c'est que moi, la machine en elle-même, full origine, fonctionne très bien. Et le principe d'une machine, quand on l'achète, normalement, c'est qu'elle fonctionne très bien dès le départ. Après, s'il y a des petits soucis, ça peut arriver. Hein. C'est des machines qui sont construites en série, donc si jamais sur une ligne de production, il peut y arriver qu'il y ait un lot de, je sais pas, 100 machines qui soient buggées, bah, le problème c'est qu'elles sont réparties dans le monde, et il est possible que vous tombiez sur la mauvaise. Après, bah, faut pas insulter la marque en disant que c'est de la merde et tout, il faut juste réfléchir intelligemment, et aller leur poser la question. Et puis si jamais vous trouvez un terrain d'entente, ils vous changent la pièce en général, ou la machine carrément. Après, ben voilà, c'est le truc, c'est que s'ils sont vachement débordés et tout, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui pose des questions inutiles. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait la marque reçoit peut-être, je sais pas, sur une journée, elle peut recevoir 150 messages. Vous n'êtes pas tout seul derrière, il peut y avoir 150 messages par jour. Et le truc, c'est que des fois, c'est des questions stupides. Des questions stupides qui ont déjà été répondues maintes fois sur le Discord, sur le groupe Facebook, ou même qui sont dans la foire aux questions, qui sont sur le site Wanao France. C'est pour ça, n'hésitez pas à les lire et prenez vraiment le temps. Et c'est pareil, ne venez pas sur les Discords des gens pour poser 15 fois la même question sur tous les Discords, en attendant que quelqu'un vous donne une réponse différente de ce que vous attendiez. Parce que des fois, on vous donne d'abord une réponse, et vous êtes têtu, vous ne prenez pas la réponse. Et ça, j'ai eu le cas plusieurs fois quand même. J'ai eu le cas plusieurs fois, et au bout d'un moment, on n'a plus envie d'aider. Et c'est pour ça qu'au final, des fois, on met un peu de temps à répondre. Donc moi, c'est pour ça que j'essaie d'aider au maximum. J'ai fait un firmware qui fonctionne, hein, qui fonctionne très bien. Vous l'avez vu, ça fonctionne très bien. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas d'éteindre la machine, de la rallumer une fois que vous avez fait la mise à jour du firmware. Ça peut éviter des bugs, parce que des fois, le firmware, il se rafraîchit pas tout de suite quand il vient juste de s'installer. Donc c'est vraiment à vous de l'éteindre. La machine, vous attendez que l'énergie soit vidée, vous rallumez, et là, on est prêt pour travailler. Voilà. Donc ensuite, la D12300, hein, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est ma favorite de cette année, enfin même de début 2022. Là. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de concurrente derrière. La X2 m'a déçu, simplement parce qu'il y a le morceau de plastique en haut qui, au final, fragilise la machine. Il n'y a pas que ça, au final, la X2, elle n'a même pas de Wi-Fi. Celle-ci là, la X2, elle a même pas de tenseur de courroie, enfin je veux dire, elle est basique. Elle est bien, mais au final, la D12 fait le job, Après, j'ai pas testé les Creality, maintenant les CR10 Smart et tout ça, mais au final, je trouve que pour moi, la Wanao est une bonne machine, et au final, l'avantage, c'est qu'on a Wanao France. C'est en France, on peut discuter avec eux en français, et puis derrière, il y a une évolution des produits qui sont là. Et franchement, vu ce que Wanao va sortir derrière, ça va bombarder. Il y a une Z Infini, il y a la D12500 Pro, enfin voilà quoi, la Pro ça va être un truc de malade. La D12500, ça va être le monstre. Il n'y a personne derrière, il n'y a pas de concurrent. Il n'y a pas de concurrent, c'est clair et net. Donc du coup, on a la 300 qui est un bon produit, qui est en 220. Enfin, je veux dire, elle a toutes les features que j'aime sur une imprimante 3D, sauf le Direct Drive. Par contre, ouais, c'est sûr que je préfère le Direct Drive. Par contre, c'est clair et net, mais au final, il va sortir. Donc on aura l'option de le mettre sur celle-ci, ou alors d'avoir les versions plus récentes qui auront le Direct Drive. Et franchement, le Direct Drive avec double engrenage, ça va envoyer. Et franchement, pour faire du TPU, faire même des grosses impressions, moi le Direct Drive j'aime bien parce que c'est plus réactif. C'est plus réactif qu'un Boden, parce que vous avez vu la longueur du tuyau. Le problème, c'est qu'on a un long tuyau, et les PTFE standards, ils ont un peu de jeu dedans, ce qui fait qu'au final, on n'est pas précis au niveau des rétractions, des injections de filaments. On a quelque chose qui est vachement long. Donc du coup, le temps que ça rétracte et tout, des fois, c'est pour ça que vous avez du string. Après, il ne faut pas oublier de vérifier également le PTFE qui est au-dessus de la hautaine. Là, en fait, il faut vérifier le PTFE, le petit bout, parce que qui est au-dessus de la heat break. Hein. Ça peut arriver qu'ils se brûlent ou qu'ils s'usent, ou des fois ils sont mal coupés en usine. Il suffit qu'ils aient tranché un peu de traviole, et au final ça fait de la surinjection de plastique, et vous avez quand même du stringing qui se crée. Ça, faut pas oublier de vérifier. Après, c'est pareil, vous démontez pas vos buses à froid. Hein. Vous démontez pas vos buses à froid, et c'est pareil, on serre pas la buse contre le bloc de chauffe. Hein. On monte, on serre la buse, et en fait ce qu'il faut, c'est que la buse touche le heat break, pas qu'elle soit plaquée contre le bloc de chauffe, parce que si elle est plaquée contre le bloc de chauffe, il y a beaucoup de gens qui oublient de resserrer derrière avec le heat break. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire tourner proprement, de ne pas serrer la buse, de laisser à peu près 1 mm, de serrer jusqu'à ce qu'elle touche le heat break, et là vous serrez à chaud. Mais en fait, c'est pas le principe, il n'y a pas besoin que la buse soit complètement plaquée contre le bloc de chauffe. Il faut vraiment que ça soit bien réglé entre le heat break et la buse. Voilà. C'était juste le petit conseil que je vous donne. Ensuite, il peut arriver des fois que vous avez des petits ventilateurs et qui commencent à grincer, et ça c'est pareil, faites très attention hein, quand il commence à grincer. C'est pas que le ventilateur est forcément mort, vous avez juste à le démonter, et vous avez une petite étiquette derrière, vous la défaites, vous mettez une petite goutte d'huile. Hein, moi je prends de l'huile exprès et d'électronique, hein, et au final ça marche très bien. Vous avez même des petites huiles, des trucs à base de lithium, là, des trucs exprès pour les vélos et trucs comme ça marche très bien. Et le ventilateur il est reparti pour 1000 ou 2000 heures, ou peut-être même plus. Hein.
Et au final, moi, le ventilateur, là, bah, ça fait un petit moment qu'il est dessus. Il avait commencé à grincer au tout début, ça peut arriver, hein, les roulements dedans, des fois, ils sont un peu secs. Donc, du coup, faut pas hésiter à le faire. C'est pareil, si vous utilisez de la laque, vous mettez la main devant les ventilateurs, vous ne cheatez pas en plein sur la gueule du ventilateur, parce que c'est ça aussi qui est les esquintes. Donc voilà. Donc des 12300, pour moi, c'est approuvé, re-approuvé. J'ai déjà fait des reviews dessus. Et là, c'était juste pour vous dire que c'est la machine que vous pouvez vous acheter et qui va vous faire plaisir. Voilà. Vous ne serez pas déçus. Franchement, vous ne serez pas déçus. Si vous respectez les règles, les consignes pour bien la faire marcher, vous ne serez pas déçus et vous ferez des belles impressions et vous ferez plaisir avec. Voilà. C'est une machine fiable qui m'a jamais donné de problème. Franchement, quand tout est bien réglé, on fera un live avec des tutoriels sur régler les profils sur Cura, parce que je bosse beaucoup sur Cura. Au final, il est simple et au final, il me permet de faire beaucoup de choses. Et j'ai pas besoin d'aller ailleurs pour l'instant parce qu'il fait ce que je lui demande. Moi, tous mes projets, je les fais avec Cura et au final, ça marche très bien. Voilà. Donc, je vous ferai un live sur Cura, on fera ça et puis voilà quoi. Les vidéos sur la chaîne arrivent, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de contenu. Là, je fais un petit aparté sur tout ça, mais il y a beaucoup d'autres machines qui sont arrivées entre temps que je vais vous présenter. Donc voilà, restez actifs, partagez la chaîne au maximum parce que là, il faut qu'on explose, Enfin, moi, il faut que j'explose, il faut que j'avance. Et au final, tout ça, c'est grâce à vous que j'ai toutes ces machines à tester aujourd'hui. C'est grâce à vous parce que vous me suivez. Et comme on est nombreux, les marques me prêtent du matériel. Donc voilà, ça permet de faire des vidéos comme ça et puis d'essayer de remonter un peu plus ma chaîne et de faire plus de contenu. Hein. Donc à bientôt sur ma chaîne, c'était NeoProdFX, enfin Christophe pour NeoProdFX. À bientôt.